Aujourd'hui, donc, c'est un sujet un petit peu différent des sujets qu'on a l'habitude d'aborder le jeudi midi. Le sujet, donc, c'est de la discussion éthique autour d'un cas oncogériatrique présenté par Kaina Bentoumi, avec comme invité Dominique Losignol, que je pense que tout le monde dans la salle connaît ici, j'ai l'impression, et donc qui est chef de l'unité de soins supportifs à Bordeaux, entre autres. Je laisse la parole à Kaina. Merci. Bonjour, je vais commencer par la présentation du cas clinique avant de céder la parole à mes collègues. Il s'agit d'une patiente de 82 ans qui, dans ses antécédents, a une hypothyroïdie traitée par L-thyroxine et une maladie d'Alzheimer préclinique. Depuis 2019, elle boit 2 verres de vin par jour, n'a pas d'autres assiétudes. Son histoire débute en septembre 2023 par l'autopalpation d'une masse au niveau de son sein gauche qui, suite au bilan scénologique, s'avère être un carcinome invasif, NST, R2 amplifié et récepteurs hormonaux négatifs. Le bilan d'extension par PET scan ne montre pas de lésions suspectes à distance. En octobre 2023, elle est traitée chirurgicalement par mastectomie gauche et ganglion sentinelle et se pose alors la question du traitement adjuvant chez cette patiente, chez qui il y a une indication théorique de chimiothérapie associée éventuellement à un traitement par Herceptine. Mais étant donné les antécédents de la patiente et son âge, la question peut se poser. Pour nous aider pardon, à la décision thérapeutique, je dirais, nous avons procédé à une évaluation oncogériatrique. L'évaluation oncogériatrique se base essentiellement sur une série de scores, dont le score G8, qui va permettre d'identifier les risques de complications d'un traitement chez des patients âgés. Il se base sur plusieurs paramètres. On étudie l'appétit de la patiente, ses comorbidités, la polymédication, ses troubles cognitifs notamment, et ça permet d'établir un score final. À Delta, le docteur Dalago et le docteur Coleman ont mis en place un projet qui consistait à établir un G8 dès l'admission, donc dès la première visite. Lorsque le score G8 était inférieur à 14, alors une prise en charge avec une évaluation oncologique plus complète était proposée et permettait d'en discuter lors de COP, bi-hebdomadaire, mais c'est plutôt bimensuel, je pense maintenant. Lorsque le score G8, en revanche, était supérieur à 14, une prise en charge et un traitement standard pouvaient être proposés à la patiente. Voilà. L'évaluation oncogériatrique L'évaluation oncogériatrique complète dure environ 45 minutes. Elle permet d'établir le score de fragilité de la patiente. Elle va utiliser plusieurs outils, dont une évaluation des facteurs prédictifs de morbidité et de mortalité chez les patients âgés, et se conclut par une proposition d'intervention thérapeutique. Elle va permettre, in fine, de proposer à notre patiente une prise en charge adaptée. 2 patients qui ont le même âge n'auront très probablement pas la même prise en charge proposée. Si je reviens au cas de notre patiente, son évaluation oncogériatrique a été la suivante: un score G8 à 11 sur 17, et la conclusion suivante: la patiente était considérée comme modérément fragile en raison des troubles cognitifs, de son abus d'alcool et des chutes à répétition. Il y aurait donc effectivement une contre-indication à un traitement par chimiothérapie chez notre patiente à cause de risques de dégradation cognitive. Le traitement par Herceptine, en revanche, pourrait être proposé, de même que la radiothérapie adjuvante. Voilà. L'impact des traitements oncologiques sur la fonction cognitive a fait l'objet de multiples publications jusqu'à présent. Et c'est un élément qui n'est pas négligeable, puisqu'on voit que dans les études, il peut concerner jusqu'à 35% des patients traités, après chimiothérapie notamment. Les facteurs prédictifs de la dégradation cognitive, ils sont multiples, ce qui les rend difficiles finalement à identifier, puisqu'il peut s'agir du type de tumeur, mais aussi bien des antécédents de la patiente, de facteurs génétiques qui viennent s'ajouter. Tout ça fait que la dégradation cognitive est plutôt difficile à prévoir, je dirais. J'ai repris ici 2 études que j'ai trouvées très intéressantes, publiées respectivement en 2010 et en 2017, et dont les conclusions étaient très intéressantes. Elles se sont intéressées au traitement du cancer et à son effet sur le vieillissement cognitif. Et les conclusions étaient que les chimiothérapies dans le cancer du sein notamment, qui étaient les traitements qui ont été évalués dans ces 2 études, pouvaient affecter certains marqueurs du vieillissement, et que ce niveau d'activation des marqueurs pouvait être équivalent à 10,3 ans de vieillissement chronologique.
Dans le cas de l'étude publiée dans le New England en 2010, il s'agissait d'une étude, qui a qui a permis d'étudier l'action des cyclophosphamide et de la doxorubicine chez des rats et d'évaluer l'action de ces 2 produits sur les marqueurs du vieillissement, avec la conclusion que l'administration de ces produits ont augmenté l'activation de ces marqueurs. Une autre étude publiée cette fois-ci en 2018 a cherché à déterminer les effets de ces traitements toujours sur la fonction cognitive de patients âgés. On a récupéré 344 patients atteints de cancer du sein non métastatique qui ont été comparés à 347 témoins, donc des patients qui ne présentaient pas de cancer. Les patients étaient âgés de 60 à 98 ans avec des scores cognitifs similaires à l'inclusion. Ils ont été suivis durant 24 mois et ont subi des évaluations répétitives de leurs fonctions exécutives, de l'attention et de la mémoire. Les résultats étaient les suivants. Dans une première partie de l'étude, on a constaté que les scores évaluant la fonction cognitive ont été diminués, nettement diminués chez les patients traités par chimiothérapie. Et ça a été le cas essentiellement pour les fonctions exécutives et chez les patients qui ont évalué leur plainte cognitive par le fameux FACT-COG. La deuxième partie de l'étude a cherché à évaluer l'impact de certains facteurs, notamment un âge avancé, le score de fragilité et la présence d'un allèle ApoE4 dans la dégradation cognitive, avec de nouveau, on le voit, un score qui s'est nettement aggravé au fil du temps et notamment durant les 12 premiers mois du traitement. Voilà, dans les deux cas. L'autre élément très important dans la prise décisionnelle consiste à tenir compte, bien entendu, des préférences des patients. Et là aussi, j'ai repris cette étude de 2018 très intéressante où on a proposé à 121 patients âgés de 65 ans et plus et atteints d'un cancer de valider ou non certaines propositions. Et dans 51% des cas, les patients étaient d'accord avec la proposition suivante: je préfère vivre une vie plus courte que de perdre ma capacité à prendre soin de moi. Lorsqu'il s'agissait de l'évaluation des troubles cognitifs, là, le pourcentage est encore plus élevé puisque 84% des patients étaient d'accord avec la proposition: «Il est plus important pour moi de maintenir mes capacités cognitives que de vivre le plus longtemps possible». Cette étude également publiée dans le New England, on ne le voit pas là, mais c'est bien le New England, 226 patients âgés de 60 ans et plus atteints de cancer. Et dans ce contexte-là, le pourcentage était d'autant plus probant: 88,8% des participants choisiraient de ne pas avoir recours à un traitement qui pourrait affecter leur état cognitif. Voilà, on arrive à ce schéma qui conclut finalement bien le type de médecine que l'on cherche à avoir chez des patients oncogériatriques, à savoir que le choix du traitement va être multifactoriel. Il dépend bien entendu du stade de la tumeur et du type de tumeur, mais aussi essentiellement de l'évaluation oncogériatrique et des préférences des patients. Dans le cas de notre patiente, nous avons donc décidé qu'il y avait une contre-indication à un traitement par chimiothérapie à cause du risque de dégradation cognitive. En revanche, nous avons décidé de débuter, avec son accord bien entendu, un traitement par Herceptine ainsi qu'une radiothérapie adjuvante. Dans ce contexte, la patiente est revue toutes les 3 semaines pour son traitement. Et dès sa première consultation de contrôle, elle évoque une nouvelle plainte, une plainte d'aggravation de ses troubles de la mémoire, avec des oublis qui sont beaucoup plus fréquents qu'avant. On a cherché alors à investiguer cette nouvelle dégradation. Par un suivi neurologique, elle a été référée vers son neurologue qui, lui, n'a pas objectivé à ce moment-là de dégradation. Nous avons réalisé une biologie qui était aussi plutôt rassurante, à part une hypercalcémie de nouveau, et demandé un nouveau bilan oncologique par IRM et PET scan. Voilà, cette hypercalcémie, nous l'avons tout de même investiguée. Elle était à 2,75 millimoles par litre, avec une hyperparathyroïdie puisque sa parathormone était à 154 nanogrammes par litre. Le taux de phosphore et de vitamine D étaient normaux et le bilan, par, examen microscopique des urines, pardon, échographie rénale, pas de microlithiase, pas d'ostéoporose non plus. On a poursuivi avec une scintigraphie et là, on tombe sur un adénome parathyroïdien droit, concluant à une hyperparathyroïdie primaire sur cet adénome qui pourrait, ou en tout cas on sait les demander à ce moment-là, jouer un rôle éventuellement dans la dégradation cognitive de la patiente.
Entre-temps, nous avons également eu l'IRM cérébral de la patiente qui, là, a révélé une méningite carcinomateuse qui très certainement pouvait, hem, très plus probablement expliquer les plaintes cognitives de la patiente. Le PET scan n'a pas montré de foyer ganglionnaire ni métastatique à distance. Et nous avons procédé à une radiothérapie panencéphalique qui, s'est déroulée, en 5 séances. En mai 2024, de nouveau dans le cadre de son suivi, elle est revue en consultation et là, la patiente est vraiment dégradée sur le plan cognitif, notamment sur le plan de la mémoire. Elle oublie ses rendez-vous, elle, décrit une perte d'autonomie qu'elle n'avait pas auparavant et fait une demande d'euthanasie. La question alors se pose sur l'acceptation de cette demande étant donné les troubles de la mémoire, les troubles cognitifs de la patiente en aggravation. Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à nos collègues neuropsychologues, à qui je vais céder la parole pour qu'elles nous exposent leur bilan et le résultat. Voilà. Donc, Mélanie Ronce, neuropsychologue en gériatrie. Et je vous présente Alexandra Gendrin, qui est étudiante en Master 1 à l'UCL en psychologie et qui effectue son stage maintenant depuis le mois de février. Donc, en fait, la question qui nous a été posée, on l'a surnommée Madame Fox. A-t-elle ses capacités de discernement par rapport à sa demande d'euthanasie? Donc, pour ce faire, on a vraiment fait un bilan neuropsychologique avec une anamnèse, une hétéroanamnèse avec sa fille, les tests psychométriques cognitifs et alors l'évaluation du discernement justement par rapport à un protocole qu'on a utilisé et pour répondre à la question. Donc, Madame Fox, 82 ans, ancienne professeure, 2 filles, veuve en 1985. Donc, elle vit seule chez elle. Elle a de nombreuses activités, notamment culturelles. Elle fait beaucoup de balades dans les bois, la forêt. Elle fait de la méditation aussi. Elle a fait pas mal de séances. Et en fait, sur le plan cognitif, elle exprime que depuis toujours, elle a peur, elle craint la maladie d'Alzheimer. Donc, depuis 2019, elle a commencé à consulter dans ce cadre-là. Et elle explique plus précisément que depuis 3 semaines, bah, elle a vraiment des oublis au quotidien, de manière fluctuante, des difficultés à utiliser son ordinateur, une perte un petit peu des automatismes. Sur le plan de son état de l'humeur, elle dit qu'elle est bien entourée par ses 2 filles, qu'elle dort bien la nuit, qu'elle boit 2 verres de vin de manière stable tous les jours et qu'en effet, elle a une perte d'appétit depuis quelque temps. On a rencontré sa fille, donc en fait, on a fait le bilan en 2 heures, c'était assez condensé. Donc pendant qu'Alexandra a effectué le test psychométrique, avec Julie Brière, ergothérapeute, on a rencontré la fille de la patiente qui, en fait, avait un petit peu le même discours que sa maman. Donc elle décrivait une dame très indépendante, active au quotidien, qui craint la maladie d'Alzheimer et d'ailleurs, elle a signé des déclarations anticipées en 2019 et en 2022, toujours dans la philosophie de maintenir une certaine qualité de vie. Elle dit en effet que depuis 15 jours, il y a une dégradation générale avec vraiment de l'impact au quotidien où il y a une perte d'autonomie qui fait qu'elle ne parvient plus à vivre seule. Et sur le plan thymique, elle exprime aussi que l'euthanasie, c'est un sujet qui est vraiment discuté ouvertement en famille avec la patiente et les 2 filles et toujours de manière sereine, sans affect anxieux et dans le respect de la volonté de leur maman. Au niveau de l'évaluation neuropsychologique classique réalisée chez le patient gériatrique, on retrouve différents tests, dont le MMSE que vous connaissez peut-être, qui est une échelle globale qui évalue un petit peu l'ensemble des fonctions cognitives. Et puis on retrouve d'autres tests qui évaluent plus spécifiquement certaines fonctions, comme par exemple la mémoire, l'attention, le fonctionnement exécutif, ou encore l'aspect un peu plus thymique avec des échelles de dépression et d'anxiété. Et donc, au niveau du bilan neuropsychologique de Madame Fox, il a montré des fonctions cognitives qui étaient altérées et des fonctions qui étaient préservées. Mais tout d'abord, un score au MMSE de 20 sur 30, donc comparé à octobre 2023 où il était à 23 sur 30 lors de l'évaluation oncogériatrique. Et donc, le bilan que nous avons réalisé a montré une altération surtout au niveau de la sphère exécutive, avec un déficit d'inhibition verbale, de flexibilité réactive, les praxies constructives également qui étaient altérées et alors les capacités attentionnelles avec une vitesse de traitement plus ralentie. Au niveau des fonctions qui étaient préservées cette fois-ci, il y avait l'orientation spatio-temporelle, les capacités mnésiques, ce qui était assez surprenant, donc avec la mémoire épisodique verbale et la mémoire de travail qui étaient préservées,
Les praxis conceptuelles, la patiente était également nosognosique, donc elle était tout à fait consciente de ses difficultés et de l'impact qu'elles avaient, sur son quotidien. Et alors, en tout cas sur, le plan clinique, donc lors de l'entretien, la patiente ne montrait pas, d'affect anxieux-dépressif. Elle était plutôt calme et sereine. Et donc ensuite, on a évalué le discernement et en fait, tout d'abord, il faut savoir que quand on s'intéresse aux capacités de discernement, c'est toujours par rapport à une question bien précise, bien définie, qu'actuellement, il n'y a pas vraiment d'outils standardisés, validés, mais il existe plusieurs, échelles qui finalement sont assez similaires, en termes de contenu. Donc nous, on a utilisé la dernière, le protocole UAR et CARE en français, on va expliquer par après. Et aussi, oui, c'est important de savoir que l'évaluation neuropsychologique est utile, mais pas que dans le sens où c'est vraiment important de prendre la dimension globale de la personne en général en fonction de ses valeurs personnelles et expériences de vie. Donc le protocole CARE, il y a 4 capacités nécessaires, donc comprendre, apprécier, raisonner et exprimer un choix. Donc comprendre l'information liée au diagnostic, au traitement, vraiment apprécier, le problème par rapport à ses propres valeurs, sa vision des choses, raisonner tout en comparant, les risques et bénéfices et alors pouvoir exprimer, communiquer vraiment une décision librement et surtout la maintenir dans le temps et ne pas, diverger et changer de point de vue aussi. Donc pour madame Fox en question, finalement, en fait, c'était donc, après l'évaluation cognitive, on s'est retrouvés ensemble avec Aïna notamment. Et en fait, on lui a posé la question, une question simple, ouverte, en disant: «Voilà, pouvez-vous un petit peu retracer votre histoire oncologique? Comment vous comprenez les choses?» Donc elle-même a répondu aux 4 points, en fait, dans un discours assez structuré, de manière chronologique aussi, en expliquant qu'en fait, elle a commencé à sentir quelque chose au niveau de son sein en octobre 2023, qu'elle a contacté son médecin traitant et elle rappelle le nom de celle-ci, qu'une biopsie a été réalisée et que le diagnostic lui a été annoncé. Ensuite, elle décrit vraiment, elle utilise le mot cancer, elle explique les complications par rapport à sa cicatrice et les différents traitements, radiothérapie, thérapie ciblée et parvient à dire le nom Herceptine. Donc elle explique que plus dernièrement, voilà, ils ont décidé finalement d'arrêter la thérapie ciblée parce que, voilà, il y a plus rien à faire sur le plan oncologique. Elle note quand même qu'il y a une nette dégradation de son état général et une perte d'autonomie, générale au quotidien, notamment avec la dégradation, cognitive et alors elle explique aussi qu'elle ne veut plus vraiment venir à l'hôpital de manière régulière pour ces traitements-là. Donc enfin, elle exprime spontanément sa demande d'euthanasie tant qu'elle est encore suffisamment bien et elle rajoute qu'elle ne veut pas être un poids non plus pour ses 2 filles. Donc le discernement peut donc être, divisé en différentes phases, comme ma collègue vous a expliqué, qui sollicitent des fonctions cognitives. Par exemple, le fait de comprendre l'information fournie, il faut avoir donc les des capacités langagières, préservées et madame Fox avait des capacités langagières préservées, donc elle comprenait tout à fait l'information. De la même manière, elle avait vraiment consolidé cette information dans sa mémoire et donc elle pouvait la manipuler comme elle voulait. Elle parvenait à se projeter dans l'avenir pour un petit peu évaluer les risques, et les bénéfices de ses choix et raisonner par rapport à ça. Et enfin, comme je vous expliquais, elle était nosognosique et donc elle pouvait tout à fait apprécier les conséquences aussi, de son choix. Et donc au niveau de la conclusion globale du bilan neuropsychologique, donc, le bilan montre une altération cognitive plutôt de type vasculaire, ou qui pourrait également être liée à la méningite carcinomateuse qui a été traitée en avril ou à l'hypercalcémie. Et alors il montrait surtout la préservation de capacités cognitives comme, ce que je vous expliquais, le fait que madame Fox était bien orientée dans l'espace et dans le temps. Ses capacités mnésiques étaient préservées, donc avec un processus, d'encodage qui était préservé également, ce qui faisait qu'elle avait vraiment encodé l'information, qu'elle l'avait consolidée et qu'elle pouvait la récupérer. La mémoire de travail, les praxis conceptuelles et le fait qu'elle soit nosognosique. Ce qui contraste un petit peu, c'est vrai que c'est un tableau un peu atypique de la maladie d'Alzheimer, mais voilà. C'est Ouais et c'est vrai qu'en fait, avant
Donc, c'est la dégradation par rapport à... donc, elle relate une dégradation depuis 1 mois avec des répercussions dans la vie de tous les jours. Mais avant cela, c'est vrai que ses activités au quotidien n'étaient pas forcément altérées. Donc, elle parvenait encore à faire ses sorties culturelles, à aller se balader. Elle se rendait aux rendez-vous médicaux seule, sans ses filles, etc. Et donc, finalement, l'impact de l'autonomie est vraiment arrivé à ce moment-là récemment. Et donc, pour conclure, par rapport aux capacités de discernement, donc, Madame Fox a pu démontrer qu'elle comprenait les informations liées à son contexte oncologique. Elle tient un discours cohérent, constant dans le temps, confirmé par l'entourage. Elle partage aussi sa réflexion concernant voilà, les raisons qui l'ont un petit peu amenée à prendre cette décision. Et surtout, elle exprime clairement, librement, et tout en comprenant les démarches légales aussi à respecter. C'est pourquoi elle a accepté de venir effectuer ce bilan, de prendre du temps. C'est vrai que ça demande un effort. Elle était fort fatiguée après. Donc, pour répondre finalement à la question initiale, voilà, on en a conclu qu'en regard de l'ensemble de ces éléments, il semblerait que les capacités de discernement de madame concernant sa demande d'euthanasie soient préservées actuellement et de prime abord non impactées par les difficultés cognitives qu'on a pu objectiver lors du bilan. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer la parole à Dominique Lossignol. Oui. Attends. Le test de l'horloge, c'est fait à 7 sur 10, 8 sur 10. Mais en tout cas, dans les normes. Merci pour ces belles présentations. Une question, le diagnostic de pré-Alzheimer de 1, est-ce que ça existe? Et de 2, qui a posé le diagnostic? Parce que je trouve ça quand même assez dangereux dans un dossier. Comment? Attends le micro. Ça va tout changer. Donc, en fait, ça existe, ce qu'on appelle le MCI. Donc, enfin, à moins que tu veuilles répondre toi, Mélanie. Vas-y, réponds toi. Non, ok. Donc, c'est le mild cognitive impairment. En gros, donc, tu as des problèmes cognitifs, mais qui n'impactent pas la vie de tous les jours. Et donc, on peut parler soit de MCI, soit de Alzheimer préclinique. Le problème, c'est que du coup, on colle le diagnostic d'Alzheimer, alors qu'on ne sait pas très bien ce que ça va devenir, parce que le fait d'avoir un MCI ne va pas forcément amener le patient à développer des troubles cognitifs avec un impact par la suite. Tu as plus de risques de le faire. Je crois que c'est de 2 à 3 fois plus sur les 2 à 5 années qui suivent le MCI. Mais donc, c'est pas forcément, le patient ne va pas forcément finir avec une maladie de la mémoire. Et en plus, chez cette dame, quand tu vois l'évaluation que Mélanie a fait, ça ressemble pas à un Alzheimer du tout. Pardon. Donc voilà. Donc ça existe, mais ça s'appelle un MCI et ça ne devient pas forcément une maladie d'Alzheimer. Et puis il y a d'autres pathologies cognitives qui peuvent amener le patient à avoir des problèmes cognitifs qui ne sont pas l'Alzheimer, quoi. Donc c'est juste que elle, je pense qu'elle était tellement persuadée d'avoir une maladie d'Alzheimer qu'il n'est pas impossible que le neurologue qui l'a pris en charge lui dit que c'était un Alzheimer préclinique pour essayer soit de la cadrer, soit de la rassurer. Par ailleurs, il n'y a pas de traitement de toute façon. Donc, il faut suivre les patients et plus les patients sont âgés, plus il y a de risques qu'ils développent une pathologie cognitive. C'est pas pour vous, c'est pour tous ceux qui sont sinon, ils voient relève. Elle a été plus loin dans le diagnostic parce qu'on n'a pas toutes les infos, tout est sur Abrumette, mais il y a quand même une ponction lombaire qui a été effectuée. Ouais, ils ont fait vraiment tout en termes d'imagerie, ponction, etc. Et je pense que les résultats de la ponction étaient vraiment minimes. C'était le taux d'amyloïde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, ils ont fait en effet plusieurs RMN. Et le neurologue a proposé une PL et puis elle ne l'a pas fait tout de suite. Et puis, comme elle est revenue 1 an plus tard, il a quand même fait la PL qui n'était pas en faveur de quoi que ce soit. Elle a eu plusieurs PET et plusieurs RMN. Et il y avait jamais. Enfin, le PET n'était pas tout à fait en faveur, mais pas en faveur non plus. En faveur, il ne savait pas très bien, quoi. Donc, clairement, elle n'a pas eu d'ailleurs une évaluation neuropsychologique très complète. Enfin, en tout cas, je n'ai pas retrouvé dans Abrumette d'évaluation neuropsychologique complète pour cette patiente. Mathieu, il y a plusieurs remarques sur le chat qu'il faudrait
dont il faudrait faire part, notamment du docteur Boers. Alors, on va les ressortir. Seulement 15% des MCI deviennent Alzheimer par an. Et l'existence de l'entité ne fait pas l'existence de l'entité ne fait pas d'unanimité. Ça, c'est un commentaire de Georges Boers. Quelqu'un veut commenter ou peut-être Dominique Le Signol? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Dominique. Ah, c'est formidable. D'abord, merci pour l'invitation. Petite correction, je ne suis plus abordé depuis 4 ans. Oh, pardon, excuse-moi. J'ai fui. Non, je n'ai pas fui. Je suis à Mons maintenant, Ambroise Paré. Alors, merci pour la présentation. J'avais pris quelques notes déjà devant le cas clinique qui m'avait été envoyé. Effectivement, il y a au départ un questionnement, mais que nous connaissons en oncologie, qui est de savoir si les patients ont compris ce qu'on leur dit. Mais c'est quelque chose qui n'est pas systématiquement investigué. Et je dirais, mais on reviendra sur la question, qu'on s'interroge sur les capacités de discernement de façon beaucoup plus approfondie dès qu'il est question de décision en matière de fin de vie. Mais au préalable, la question ne semble pas être vraiment pertinente de savoir si le patient a des troubles cognitifs ou non, enfin en tout cas sauf s'il y en a de façon évidente. Donc c'est un premier point. Alors c'est vrai que quand on réfléchit aux traitements oncologiques qui sont proposés actuellement, mais même par le passé, on sait très bien qu'il y a un risque majeur d'altération des fonctions cognitives. Donc, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Et la question viendra ensuite par rapport aux choix que vont faire les personnes, les patientes et les patients au cours du traitement. On peut, au départ, et c'est là d'ailleurs c'est très souvent observé, que les patients souhaitent aller le plus loin possible dans la mesure où on espère une amélioration, mais qu'ils peuvent aussi changer d'avis en fonction de l'évolution. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant même chez cette dame. Et d'après les remarques que j'ai déjà entendues, le fait qu'on l'ait sans doute qualifiée de pré-Alzheimer, on ne lui a pas dit qu'elle était MCI, je pense qu'elle aurait eu plus peur encore, parce qu'on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, eh bien, probablement, mais ça c'est une interprétation, que ça a dû avoir un impact peut-être inconscient sur ses capacités cognitives réelles. Donc c'est très troublant de se voir diagnostiquer ce genre de pathologie dont on sait qu'il n'y a pas de traitement. Cela étant, et j'étais particulièrement agréablement, non pas surpris, mais j'étais convaincu de la qualité des psychologues, de faire une analyse et une anamnèse aussi complète, qui remet un peu les pendules à l'heure. Donc ça, je pense que on verra par rapport à la demande d'euthanasie elle-même ce qu'il en est, mais d'un point de vue pratico-pratique, je pense que cette évaluation neurocognitive a été parfaite et a sans doute dû débroussailler pas mal la situation. Ça, c'est une première impression par rapport au cas. Et alors, petite question pour les psychologues, pourquoi est-ce qu'elle l'appelle Madame Fox? Parce que les neuropsychologues connaissent, mais ça n'a rien à voir ici avec le cas, la fameuse histoire du docteur Fox, qui est une mise en scène extraordinaire qui permet à un comédien de raconter n'importe quoi devant des spécialistes, et les spécialistes sont convaincus que l'acteur, dont ils ignorent que c'est un acteur, est vrai. Donc c'est assez particulier ça. Voilà, Mais oui, en effet, c'est un acte manqué. Non, on voulait lui donner un surnom pour la rendre plus réelle. Et voilà, c'est un surnom qui a un lien avec son vrai nom, Ah d'accord. tout Non, simplement. Mais voilà, désolée pour ceci. non, c'était amusant. C'était bien. Il y avait encore un commentaire ou sur le chat, tu as encore des commentaires? Okay. Dominique, est-ce que tu as une présentation? Non, je n'ai pas de présentation. Je Okay. pensais que ce serait une discussion. Ben, je me disais que c'était délicat d'introduire des dias sur l'euthanasie en particulier. Cela étant, si j'avais une patiente de ce type de personne qui m'avait été adressée dans le cadre d'une demande d'euthanasie, j'aurais certainement procédé de la même façon. Mais il est clair que la demande, manifestement, existait déjà, en tout cas le sujet avait déjà été débattu auparavant. Et c'est un point important, il faut savoir si les sujets qui sont abordés par les personnes, notamment en termes de fin de vie, s'ils ont déjà fait l'objet de discussions préalables. Et en tout cas, je dirais que dans mon expérience, et chez beaucoup de personnes en tout cas, le sujet de l'euthanasie est évoqué avant même l'apparition d'une maladie. Et donc, c'est important de savoir si la patiente en question en avait déjà parlé, ce qui apparemment était le cas, avec sérénité certainement. Petite remarque aussi pour mes collègues, c'est qu'il
il est important, même en dehors de cette situation présente, de pouvoir à un certain moment et le plus tôt possible, sans que ce soit de la provocation, s'informer de certaines décisions que les patients pourraient prendre en fonction de leur affection et de voir s'ils ont déjà pris des dispositions par rapport à ça. La question de la fin de vie en oncologie arrive très rapidement en consultation et ce serait intéressant d'avoir une stratégie, mais sans être offensif, de pouvoir s'informer d'éventuelles décisions, d'éventuelles idées par rapport à la fin de vie que les personnes n'oseraient pas aborder si on ne leur pose pas la question. Et dès qu'on aborde le sujet, je peux vous dire que la discussion alors s'engage beaucoup plus librement. Mais c'est très délicat, évidemment, de parler de fin de vie quand on commence un traitement pour un cancer. Ça, je le concède. Mais moi, j'ai peut-être mal compris, mais il y a 2 demandes d'euthanasie anticipée qui avaient été faites. OK. Moi, je n'ai pas vu ça, mais peut-être que ça m'a échappé. Mais du coup, ce qui m'étonne un peu, c'est que, ou alors je me trompe peut-être, mais dans les demandes d'euthanasie anticipée, c'est aussi au moment où j'aurai plus mes capacités Oui. cognitives au niveau légal, pas. Alors, comme c'est moi qui ai pris la patiente en charge, en fait, c'est une patiente qui, depuis le départ, parlait déjà de son intention d'euthanasie à un moment donné dans le trajet de sa maladie, mais au départ, elle avait une maladie qui était diagnostiquée en stade précoce. Donc, elle vient en consultation, donc on a avec l'évaluation oncogériatrique, et c'est ça la complexité de cas et qui m'a aidé énormément à prendre des mesures à temps d'avoir ça en bon temps pour sa fin de vie correctement parce qu'elle va être vraiment euthanasiée aujourd'hui à la maison. Mais ça a évolué extrêmement vite à la fin quand on a eu le diagnostic des métastases. Mais tous les choix étaient discutés, basés sur la préférence de la patiente et basés sur les effets secondaires de chimiothérapie. Donc, elle était très claire pour moi au départ. Donc, avec déclaration anticipée, justement, qu'elle avait déjà signé en 2019-2022. Elle avait ces diagnostics faits par les neurologues qui étaient suivis une fois par an et qui j'ai renvoyé quand j'ai vu qu'elle en fait, elle avait des troubles de mémoire qui étaient plus importants. Je devais la demander de venir toutes les 3 semaines pour faire une herceptine sous-cutanée, qu'on ne fait pas de consultation, mais elle oubliait. En fait, tout ce que je lui parlais, 5 minutes après, elle ne savait plus. Donc, c'était super difficile. On a dû convoquer ses enfants aussi, qui ne participaient pas de sa vie, de ses décisions, mais les 2 filles, elles ont débarqué à ces moments-là. Donc, c'était très complexe en prise en charge. Donc, je pense que vraiment l'équipe de gériatrie a super bien géré avec nous. Et voilà, donc c'était une décision très sereine, je pense. Moi, j'étais convaincue pour sa demande. C'est juste qu'elle a voulu faire à la maison et elle a arrêté son traitement systémique. Mais il y a aussi la question du délai, parce que je pense que c'est valable pendant un certain temps. Si j'ai bien compris, les déclarations anticipées est valable un certain temps, 2 ans. Maintenant, c'est fini. Pardon. Elle n'avait pas fait des demandes écrites. Non, non. La demande écrite, c'était maintenant. Parler dans les micros. La demande écrite, c'était le 4 juin. C'est valable à partir du 4 juin qu'on a arrêté sur l'herceptine. On avait déjà fait ses rayons. En fait, je n'avais pas le résultat de rayons au niveau de métastases cérébrales, mais c'est dégradé de façon... voilà, elle avait plus d'autonomie et tout. Donc, elle a dit non, docteur, je ne veux plus venir à l'hôpital. Je dis tout à fait cohérent, ça, parce que vous n'êtes pas bien. Donc, elle a fait sa lettre. Et alors, à ce moment-là qu'elle était évaluée par ici, parce qu'elle était suivie à Saint-Luc. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'évaluation neuropsy même avant. Sinon, j'aurais déjà peut-être éventuellement ventilé ça, mais elle ne voulait pas. Est-ce que je peux réagir? Oui. Oui. Donc, par rapport à la déclaration anticipée, il faut savoir que initialement, avec la loi de 2002, la déclaration anticipée devait être renouvelée tous les 5 ans. À l'heure actuelle, ce n'est plus nécessaire, sauf pour les personnes qui avaient déjà rédigé une demande anticipée en 2002. Donc, la loi a un peu changé. Il y a quelques années maintenant, on ne doit plus la renouveler. Une fois qu'elle est rédigée, cela suffit. Ça précise bien que c'est en cas d'inconscience irréversible. Et ça fait toujours débat par rapport à l'inconscience liée à un coma, comme nous pouvons le concevoir assez facilement. Et il y a aussi la question de l'inconscience de soi, qui est une question philosophique plus que médicale, mais qui peut se retrouver dans certains états neurocognitifs altérés. Mais c'est très particulier dans les démarches par rapport à une demande d'euthanasie dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer,
on tient alors compte des démarches préalables. Est-ce qu'il y a eu une déclaration anticipée, ce qui traduit déjà une volonté préalable de prendre des décisions, ou éventuellement une demande déjà active avant qu'il y ait eu une dégradation clinique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, et que dans le cadre de la situation actuelle, je suis persuadé maintenant, quand j'entends ce qui se passe, malgré les altérations cognitives de mémoire et qui sont peut-être liées à une dépression, peut-être à une situation de détresse, mais qui est bien compréhensible, je ne vois pas vraiment un tableau démentiel chez cette dame. Enfin bon, en tout cas au sens où on pourrait dire qu'elle n'est plus capable de prendre sa décision. À ce sujet, c'est une petite remarque. Je pense qu'une personne qui est démente, c'est un exercice de pensée morale, une personne qui est démente et qui demande à vivre au-delà de 100 ans, ça fera sourire, mais on ne va pas dire qu'elle est vraiment folle, surtout si elle approche de 90, 95 ans. Mais une patiente qui demande l'euthanasie, c'est toujours suspect. Et donc, il faut bien tenir compte de ce que l'on va apprécier comme valeur à un discours chez quelqu'un dont on suspecte un trouble cognitif. Si toutes les autres décisions de la patiente sont considérées comme raisonnables, dans le cas de la patiente actuelle dont on parle ici, alors sa demande d'euthanasie doit être considérée à la même dimension. On ne peut pas dire que puisqu'elle a une maladie d'Alzheimer, alors sa demande n'est pas recevable. C'est malheureusement souvent une équation que l'on pose. Mais je ne suis pas persuadé que c'est la bonne démarche. Maintenant, j'ai entendu plusieurs choses par rapport au délai, etc. Une patiente qui n'a pas de lésion cérébrale ou qui n'a pas de cancer et une maladie d'Alzheimer et qui demande l'euthanasie, c'est beaucoup plus complexe à gérer que dans le cas présent où il y a des lésions indubitables. Et dans mon expérience, je m'excuse de parler comme ça, mais certaines personnes m'ont dit qu'il y avait des problèmes psychologiques ou psychiatriques, m'ont parfois dit le cancer m'a permis de pouvoir enfin demander l'euthanasie. Donc c'est très, très, très particulier ces situations de troubles cognitifs qui débordent le cadre de la démence, de la maladie d'Alzheimer, évidemment, et ce n'est pas le cas ici. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, le suivi de l'équipe autour de cette dame a été particulièrement cohérent, structuré et n'a jamais abandonné la patiente sous prétexte qu'elle était, entre guillemets, potentiellement démente. Donc ça, je crois qu'ici, c'est un bel exemple de bonne pratique dans un contexte qui n'est pas simple. Ça, je dois le reconnaître et c'est malheureusement pas le cas partout. Voilà, ça, je voulais le dire, je voulais insister là-dessus. Oui, j'aurais voulu relever que dans la conversation ici, comme chez beaucoup de patients, on confond une demande d'euthanasie et une demande anticipée de non-acharnement thérapeutique. Ce sont deux choses totalement différentes. On signe à la commune une demande de non-acharnement thérapeutique en cas d'incapacité d'exprimer son souhait. Quelqu'un qui demande une euthanasie, il est conscient et il demande à un médecin à relativement court terme de mettre un terme à ses souffrances. Si je peux me nuancer, il y a quand même la déclaration anticipée d'euthanasie qui est peut-être complétée par n'importe quel citoyen belge et qui précise qu'en cas d'inconscience irréversible, on ne maintiendra pas la personne en vie. Donc ça n'est pas forcément le fait de personnes qui sont malades. L'exemple belge est assez éloquent. En tout cas, il y a beaucoup plus de déclarations anticipées en Flandre qu'en Wallonie. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est le fait de beaucoup de personnes qui ne sont pas malades. Donc c'est un point important et la déclaration de non-acharnement, de limitation thérapeutique rejoint un peu la même chose, mais n'est pas du même ordre. Donc ça, je voudrais quand même aussi faire qu'on ne fasse pas de confusion entre les deux. Moi, je pense que toute personne qui a fait une déclaration anticipée d'euthanasie, lorsqu'elle va évoquer une demande d'euthanasie active, cette demande doit être mesurée à l'aune de ce qui s'est passé auparavant et de ses demandes préalables. Donc, tout ça participe d'un tout. Comme j'avais coutume de dire, c'est que l'euthanasie, ce n'est pas l'acte lui-même qui doit être pris en compte, c'est tout le processus qui conduira peut-être à l'acte. Et donc, c'est toute une procédure de suivi, de contact, d'avis complémentaires qui vont structurer finalement le dossier autour de la demande. Et l'acte d'euthanasie, finalement, n'est que l'aboutissement ultime de toute une démarche qui a fait l'objet d'interaction entre le patient et l'équipe soignante. Je crois que ça, c'est un point très important que je veux en tout cas mentionner pour les plus jeunes collègues qui ne m'ont pas connu à Bordeaux. Voilà.
Merci beaucoup, Dominique. Il y a rien sur le chat. Il était question de l'hypercalcémie de la patiente et du rôle possible dans les troubles Oui. cognitifs. Voilà. Pour rappel, elle avait une Je calcémie pense à que c'est trouble 2,54 métabolique. nanomoles. On m'entend? Oui. On t'entend. Donc, je pense que l'hypercalcémie, comme trouble métabolique, aurait dû être corrigé et de réévaluer les choses après correction pour voir l'impact sur finalement l'ensemble de la problématique dont on discute ici. Brigitte, tu veux commenter? Elle avait une hypercalcémie modérée, hein. On parle d'hypercalcémie un peu plus sévère à partir de 2,8 et surtout à partir de 3. Et les effets sur la cognition sont souvent avec des calcémies beaucoup plus élevées. Et si j'ai bien compris, mais bon, je ne connaissais pas la patiente, elle avait des calcémies qui fluctuaient entre 2,6 et 2,7, ce qui est vraiment une hypercalcémie très, très modérée. Donc, je ne sais pas si ça a joué ici dans la détérioration cognitive de la patiente. Oui, d'accord, Brigitte, pour les manifestations importantes, mais je me souviens de plusieurs études, dont une à Bruckmann il y a pas mal d'années, où on avait comparé avant intervention pour une hyperparathyroïdie, même toutes ces éléments de neuropsychologie, il y avait des modifications positives extrêmement significatives. On voit que des troubles mineurs peuvent être considérés comme un élément qui décide de l'intervention d'un neuropsychologue. Ouais, ok. Non, le son est particulièrement mauvais depuis quelques secondes. On a l'impression que tu es très loin, mais... Oui, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques? Si vous permettez, puisque j'ai l'occasion de vous parler à Bruxelles, l'expérience de l'hypercalcémie dans les troubles cognitifs, c'est quand même extrêmement variable et je pense que c'est plutôt la rapidité d'installation que son niveau actuel qui va primer. Mais effectivement, il faut en tenir compte. Cela dit, je pense que les décisions de la patiente, sa détermination, ses capacités de discernement conservées, me font dire que même si on avait corrigé la calcémie, la patiente n'aurait sans doute pas changé d'avis. Ça, c'est une évidence, mais que effectivement, on découvre des hypercalcémies parfois chez des personnes qui n'ont aucun trouble cognitif. Donc, il n'y a pas une relation linéaire entre le taux et les infections et la détérioration cognitive, mais la rapidité d'installation peut avoir effectivement des conséquences beaucoup plus fâcheuses au niveau du fonctionnement cérébral. Mais à aborder, moi j'ai vu des hypercalcémies parfois qui dépassaient justement les 3, parfois même plus, sans trouble cognitif. C'était assez impressionnant. Donc je pense qu'il faut tout relativiser, il faut en tenir compte, c'est très bien. Et je pense que si l'hypercalcémie est diagnostiquée, eh bien, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Mais ça ne remet pas en question, je pense, dans le cas présent, les décisions de la patiente. Ça, c'est une évidence. Enfin, selon moi, en tout cas. Ce ne serait pas un poids dans la balance pour dire non. Ça, voilà ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Encore un petit commentaire. Non, je suis d'accord avec En fait, c'est pour un peu de renforcer Dominique, l'idée d'évaluation des capacités du patient. Donc, ça fait partie de l'évaluation oncogériatrique. Donc, le patient âgé, de prendre déjà des mesures d'évaluation des capacités au départ. Parce qu'en oncologie, on a la tendance à traiter la biologie de la tumeur, le type de cancer. Mais comme la population est de plus en plus âgée, on ne peut pas oublier ces aspects d'évaluation des capacités de décision, des choix des patients et des objectifs de vie, en fait. Donc, ça souligne encore plus l'importance de ces genres de discussions avec les patientes ouvertement pour une bonne décision thérapeutique. Et pas attendre à la fin de vie pour faire ça, comme le docteur Lossignol nous a signalé. Merci beaucoup. Encore quelques commentaires. Dominique?
Non, mais je pense, encore une fois, moi, d'abord, ça m'a fait plaisir de pouvoir aborder cette question avec vous. C'est une question qui se pose. Moi, je continue ici à Mons à avoir des patients qui font des demandes d'euthanasie, qui me sont adressés par des collègues extérieurs ou de l'hôpital. Et ces questions des capacités de discernement semblent titiller beaucoup les médecins dès qu'on parle d'euthanasie. Et je dirais que c'est ça qui m'interpelle, parce que pour d'autres questions, personne ne s'interroge sur les capacités réelles de compréhension des patients. Et quelque chose aussi qu'il faut éviter, je pense, c'est de psychiatriser à outrance les demandes d'euthanasie. La vie d'un psychiatre n'est certainement pas systématique, et ici, je pense que l'évaluation neurocognitive était largement suffisante et complète, mais ne pas penser que parce qu'on parle d'euthanasie, on est forcément altéré sur le plan mental. Ça, c'est quelque chose qu'il faut certainement évacuer. Comme le disait comme disaient certains collègues ici, je pense qu'il est fondamental de peut-être réfléchir à avoir un diagnostic plus précoce des troubles cognitifs, en tout cas de la situation initiale des personnes avant d'entamer des traitements qui ont des potentiels toxiques au niveau cérébral. Ça, je pense que ça vaut la peine d'avoir un point de départ et ne pas le faire au moment où on diagnostique un trouble cognitif, parce qu'on ne sait pas toujours sur quel terrain on démarre. Ça, je crois que c'est aussi, mais c'est en dehors de la demande d'euthanasie. C'est mais savoir vraiment où est-ce qu'on va quand on commence, par exemple, des immunothérapies qui pourraient donner des encéphalopathies ou de la radiothérapie cérébrale, par exemple. Donc, je crois que ça vaut la peine d'avoir un point de départ initial. Il y a aussi un problème par rapport enfin, quand on fait une évaluation oncogériatrique et que le patient vient après chez le gériatre pour avoir les résultats des tests et donc du coup on a mis en évidence des fragilités cognitives diverses. Souvent le patient nous dit écoutez, c'est très bien, j'entends, le fait est que moi là maintenant j'ai un cancer, donc on s'occupe d'abord du cancer puis on verra mes problèmes cognitifs après. Et donc il y a des patients qui sont au courant des problèmes cognitifs qu'ils ont, mais qu'on a survolés, mais qui veulent pas aller plus loin dans l'évaluation parce qu'ils veulent d'abord qu'on s'occupe de leur cancer. Donc c'est pas si évident non plus que ça Non, de bien sûr. déterminer quelle est la volonté du patient parce que sa cognition est altérée, vu qu'il vient avec ce diagnostic de cancer, il veut d'abord traiter la maladie et après on voit si son cerveau fonctionne ou comment il fonctionne. Merci beaucoup. Pas d'autres commentaires? Non? OK, ben, merci beaucoup pour la participation. Merci Dominique d'être intervenu et d'avoir modéré ce sujet très intéressant. Semaine prochaine, dernier grand tour avant les vacances estivales, que l'on espère estivales. Merci beaucoup d'être venu. Grand merci Dominique. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.